Bonjour à tous. Nous allons commencer ce 10e webinaire maintenant. Aujourd'hui, on va voir une propriété très importante des verres et des silicates fondus, la viscosité, avec deux exposés qui nous seront présentés par Yann Guéguen de Rennes et Daniel Neuville de l'IPG à Paris. Je vous rappelle les prochains séminaires auront lieu tous les 15 jours jusqu'au mois de juin. Donc, les prochains séminaires concerneront les vitrocéramiques. Puis, on aura un séminaire sur le verre et le contact alimentaire et les bulles dans le verre. Et encore d'autres séminaires qui suivront par la suite. Et puis, vous pouvez, je vous rappelle également, consulter en replay les webinaires en allant sur le site de l'USTV. Donc, vous cliquez sur l'onglet webinaire et vous pouvez retrouver toutes les présentations qui ont pu être données en replay. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat et on prendra 5-10 minutes à la fin des exposés pour poser les questions. Et je vais donner tout de suite la parole à Yann. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Guéguen, je suis maître de conférence à l'Institut de physique de Rennes. Je vais vous faire la première partie sur la viscosité. Je vais vous parler de la viscosité, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et pourquoi on peut s'y intéresser en regardant un peu plus dans le domaine de transition vitreuse, les effets de la viscosité dans le domaine de transition vitreuse. Pourquoi s'intéresser à la viscosité et qu'est-ce que c'est exactement la viscosité ? Donc, la première chose qui peut paraître assez évident quand on fait du verre, c'est que c'est le paramètre qui contrôle la mise en forme à haute température du verre, donc fibrage, le moulage, l'impression 3D, etc. La vitesse à laquelle on peut faire ces mises en forme est contrôlée par la viscosité. On le sait peut-être moins, c'est aussi un paramètre qui contrôle les contraintes lors de la trempe du verre. Donc, quand on fait une trempe dans le verre, s'il n'y avait pas de viscosité, il n'y aurait pas de contraintes résiduelles dans le verre. C'est aussi le paramètre qui contrôle le recuit. Donc, quand on va faire un recuit sur un verre pour réduire les contraintes, pour relaxer les contraintes, ce qui contrôle la vitesse à laquelle les contraintes disparaissent, c'est la viscosité. C'est aussi un paramètre qui contrôle les processus d'éruption volcanique, donc les mouvements magmatiques, et aussi les problèmes d'homogénéisation dans le verre, les mouvements de convection, des choses comme ça. D'où le fait qu'on s'y intéresse fortement. Donc, quand on pense viscosité, on se dit généralement un fluide visqueux, c'est un fluide qui a du mal à s'écouler. Donc, par exemple, le miel a une viscosité plus élevée que l'eau, donc le miel s'écoule moins bien que l'eau. Pour un breton, c'est plutôt un fluide visqueux, c'est un fluide qu'on a du mal à étaler. Donc, par exemple, le beurre, quand il sort du frigo. Donc, si on essaye de regarder ce qui se passe quand on étale du beurre, on a en bas la tartine, en haut le couteau, et au milieu le beurre. Et donc, quand on étale le beurre, on applique une certaine force sur le couteau. Et donc, on va générer dans le beurre un gradient de vitesse. Donc, on aura une vitesse nulle sur la tartine et une vitesse correspondant au couteau en haut. Donc, on va générer un gradient de vitesse dans le beurre. Et donc, on peut regarder la force plutôt en termes de contrainte. C'est-à-dire qu'on rapporte la force à la surface du couteau, on a une contrainte en pascal. Et on peut regarder le gradient de vitesse entre le haut et le bas du beurre par rapport à l'épaisseur. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle la vitesse de déformation, le gamma point qui est ici. Donc, ce qu'on appelle la viscosité, qui est notée état ici, c'est le rapport entre la contrainte et la vitesse de déformation. Donc, la contrainte est en pascal, la vitesse de déformation est en seconde moins 1. On a une viscosité en pascal seconde. Donc, on voit ici que plus la viscosité est élevée, plus à contrainte donnée, j'aurai du mal à créer un gradient de vitesse dans mon fluide. Donc, d'où ça vient la viscosité? Quelle est l'origine physique de la viscosité d'un liquide ou d'un verre? Donc, dans un liquide, la première chose, c'est qu'on a des relativement faibles parcours moyens des molécules ou des atomes et des interactions à longue distance. Donc, ça fait que le liquide a une viscosité qui est très différente de celle d'un gaz, où on va pouvoir négliger ces aspects-là. Donc, dans un liquide, si une molécule veut se déplacer et changer de position, elle va devoir pousser son voisinage. Donc, ça va générer des interactions à longue distance. Ça va déclencher une onde élastique. Et cette onde élastique est associée à une dissipation. Et c'est ça qui génère la viscosité. Donc, c'est la première idée de Léon Brillouin pour décrire la viscosité, c'est cette onde élastique
et cette énergie qui est dissipée par le milieu. Donc maintenant, si on regarde la viscosité d'un liquide, donc quand on refroidit un liquide, sa viscosité va augmenter, c'est ce qui est représenté ici. Sa viscosité va augmenter, et quand on arrive à la température de solidification ou de cristallisation, on aura une hausse brutale de la viscosité pour passer à l'état solide. Donc oui, les solides comme la glace ont une certaine viscosité qui est fortement dépendante de la contrainte, mais elles ont une certaine viscosité. Ce que vous voyez ici, c'est un glacis. Et donc cette viscosité, grosso modo, pour de la glace juste en dessous de 0 degré, c'est entre 10 puissance 13 et 10 puissance 16 pascal seconde selon la contrainte. Ce qui veut dire qu'un cristal va prendre 17 ordres de grandeur de viscosité au moment de la solidification. À l'inverse, si on n'a pas cristallisation, qu'on passe à l'état de liquide surfondu, là, il n'y a pas de discontinuité de la viscosité. La viscosité va continuer à augmenter continuellement. Et quand on arrive à la température de transition vitreuse, on n'a toujours pas de discontinuité de la viscosité. On a plutôt un changement d'évolution qui est lié au fait que le verre est un solide hors équilibre. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour un cristal ou pour un verre, la viscosité, c'est un processus thermiquement activé. Plus on chauffe et plus la viscosité est faible, plus ça s'écoule vite. Mais les processus physiques sont différents. Dans un cristal, ce qu'on met en jeu, c'est des défauts cristallins. Donc, c'est principalement les lacunes dans les cristaux qui sont responsables de l'écoulement ou les mouvements de dislocation qui sont assistés par les lacunes. Dans le verre, c'est quelque chose de différent. Mais ce qui est important, c'est que le verre est dans la continuité du liquide. Ce qui veut dire qu'a priori, ce sont les mêmes processus qui sont mis en jeu dans l'écoulement visqueux du verre et dans le liquide. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être montrées par dynamique moléculaire. On peut voir en faisant des simulations de dynamique moléculaire qu'on a les mêmes processus en jeu à l'état liquide et à l'état vitreux. Donc, ce qui est un peu confirmé par la continuité de la courbe de viscosité depuis l'état liquide jusqu'à l'état vitreux. Maintenant, quels sont exactement ces mécanismes? Honnêtement, on n'en a pas beaucoup d'idées, on va dire. Peut-être pas la moindre idée, mais on n'en sait pas grand-chose. On sait que ce sont des mobilités atomiques dans le verre qui permettent la viscosité. On n'en sait pas autant que, par exemple, les dislocations dans les métaux. Donc, globalement, ce qu'on se dit, c'est que localement, dans le verre, il y a un groupe d'atomes qui se réarrangent et que ces réarrangements vont contribuer à générer un écoulement visqueux. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici par dynamique moléculaire. Je reviendrai sur cette figure qui est ici. Toutes les petites taches rouges et bleues qu'on voit là, ce sont des réarrangements locaux dans la matière qui contribuent à l'écoulement visqueux. Mais donc, globalement, un point important, c'est que ces réarrangements, ce n'est pas la contrainte qui les génère, c'est l'agitation thermique. Ils existent tout le temps. Dans un liquide, par exemple, il y a toujours des mouvements atomiques. Dans le verre aussi, qui sont permis par l'agitation thermique. Donc, ce qu'on peut dire de manière, on va dire, quasi universelle pour ces réarrangements atomiques, c'est qu'ils se font à volume constant. C'est des mécanismes de glissement. Il n'y a pas de changement de volume quand la matière se réarrange. Et ça ne change pas fondamentalement la structure du verre. Ça veut dire que peut-être qu'un réarrangement produit un changement de structure, mais globalement, il va être compensé par un autre ailleurs. Alors, un bon exemple de ça, c'est si on prend les fibres optiques. Une préforme, ça fait de l'ordre du mètre en longueur, et on va produire avec des fibres qui vont sur plusieurs centaines de kilomètres de longueur. Donc, on arrive à des millions de pourcents de déformation visqueuse. Et pour autant, les propriétés physiques d'une fibre optique ne sont pas tellement différentes de celles de la préforme. Et en particulier, la masse volumique n'a pas énormément changé, ce qui montre que l'écoulement s'est fait à volume constant. Donc, s'il y a quelques changements entre les fibres optiques et la préforme, généralement, c'est plutôt dû à l'histoire thermique qu'à cette déformation visqueuse. Donc, un exemple que vous avez ici d'analyse Raman sur des fibres de verre silicaté, les SID 80, 47 et 35, c'est différentes conditions de fibrage, et le PSI, c'est la préforme. Et donc, quand vous voyez le spectre Raman, il n'y a pas énormément de différence entre la préforme et les fibres, surtout pour des millions de pourcents de déformation. Donc, ce qui montre bien que ces changements se produisent à volume constant et ne changent pas fondamentalement la structure du verre. Donc, quand on regarde un réarrangement, ce réarrangement il va avoir un certain coût énergétique. Donc, ce coût, c'est quoi? C'est déjà au moins la reconfiguration des atomes qui se réarrangent. Et bien sûr aussi le coût que ça a de pousser, entre guillemets, de bousculer l'entourage des atomes pour leur permettre de faire leur réarrangement.
Donc, j'ai mis bousculage parce que c'est une traduction littérale du shoving model de Dur qui dit que justement le coût énergétique pour que les atomes se réarrangent, c'est de pousser le voisinage. Donc, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les atomes ont une certaine barrière d'énergie, que j'ai appelée delta G ici, à franchir pour se reconfigurer et arriver sur une nouvelle configuration. Donc, d'un point de vue statistique, ça veut dire que la probabilité que cette reconfiguration arrive est en exponentielle de moins delta G sur kT, c'est un processus thermiquement activé. Et ce qui veut dire que la fréquence de ces réarrangements, elle est aussi en exponentielle de moins delta G sur kT, donc processus thermiquement activé. Mais donc, globalement, ces réarrangements, ils ne produisent pas de déformation visqueuse, ils ne produisent pas d'écoulement parce que pour chaque arrangement qui se produira dans un sens, j'en aurai un autre qui se produira dans le sens opposé. C'est ce qui est représenté ici, hein, en dynamique moléculaire. Ce qu'on voit, c'est on ne voit pas exactement les atomes parce que la résolution n'est pas assez bonne, mais les taches rouges et bleues, c'est des glissements locaux, donc c'est la déformation locale dans la matière due au réarrangement. Et on voit qu'il y en a qui sont positifs, il y en a d'autres qui sont négatifs. Et globalement, ils se compensent. Donc ça ne génère pas de déformation. Donc le verre, quand on le regarde, ne se déforme pas, même quand il est à haute température, parce qu'il ne subit pas de contrainte. Maintenant, si j'applique une contrainte dans une certaine direction, je vais favoriser des réarrangements dans une certaine direction. Donc, on peut voir ça en se disant que je vais modifier la barrière d'énergie, je vais diminuer la barrière d'énergie dans le sens de la contrainte et je vais l'augmenter dans le sens opposé à la contrainte parce que je vais avoir un travail qui va faciliter ça. Et donc, globalement, ça veut dire que la barrière d'énergie dans le sens de la contrainte est diminuée et la barrière d'énergie dans le sens opposé à la contrainte est augmentée. Donc, c'est globalement plus facile d'aller dans le sens de la contrainte que d'aller dans le sens opposé à la contrainte. Et donc, si je fais un bilan de tout ça et que je regarde combien de réarrangements se sont faits dans le sens de la contrainte sans être annulés par des effets opposés, donc je fais le bilan des F+, moins F- ici, on tombe sur le fait que la fréquence des réarrangements efficaces est en sinus hyperbolique du travail delta. Ce que vous voyez ici, c'est le travail de la contrainte. Et donc, si on se dit que la vitesse de déformation elle est proportionnelle à la fréquence des réarrangements qui la permettent, si on se dit que le travail de la contrainte est proportionnel à la contrainte, donc on a un facteur de proportionnalité qui apparaît ici, qui est le alpha, dont l'unité, c'est des mètres cubes. Donc, c'est ce qu'on appelle un volume d'activation. À quoi ça correspond exactement, on ne sait pas trop. C'est globalement la taille du système qui se réarrange. On se rend compte que la vitesse de déformation est en sinus hyperbolique de la contrainte. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de viscosité. La vitesse de déformation, elle n'est pas en contrainte divisée par une viscosité. Il n'y a pas de viscosité qui apparaît là-dedans. Donc, la vitesse de déformation n'est pas proportionnelle à la contrainte quand on regarde un modèle physique de comment les choses se passent. En fait, si on regarde plus en détail ce que c'est qu'un sinus hyperbolique de contrainte, on se rend compte que si la contrainte est faible, en fait, la vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte. Donc, tant que la contrainte est faible, donc en réalité, tant que le travail produit par la contrainte est faible face à l'énergie thermique, on peut considérer qu'on a un écoulement newtonien. C'est-à-dire qu'effectivement, on respecte la loi. La viscosité, c'est la contrainte divisée par la vitesse de déformation. L'ensemble est proportionnel. Donc, à faible contrainte, pour résumer, il apparaît bien une viscosité qui est le rapport de la contrainte sur la vitesse de déformation, et c'est un processus thermiquement activé avec une certaine barrière d'énergie. Donc, c'est un processus thermiquement activé et on peut considérer que le phénomène est linéaire, qu'on a bien une viscosité définie comme étant le rapport entre la contrainte et la vitesse de déformation par approximation à faible contrainte. Donc, si on regarde maintenant la réalité, si on regarde un verre silico-sodo-calcique, si on regarde, donc c'est sa viscosité ici en ordonnée et la vitesse de déformation en abscisse, donc ça pourrait être aussi la contrainte. Ce qu'on voit, c'est qu'à faible contrainte, on a effectivement un plateau de viscosité, une viscosité, on va dire, intrinsèque. Quand on augmente la contrainte ou la vitesse de déformation, la viscosité diminue pour tendre à la limite vers 0. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'ici, on est sur des températures proches de l'ATG et que la viscosité va commencer à chuter significativement quand on a des vitesses de déformation de 100% par heure, supérieures à 100% par heure. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'à partir de la centaine de mégapascales, autour de la transition vitreuse, on voit l'effet de la contrainte sur la viscosité. Donc, si on regarde ce que prédit le modèle que je viens de vous présenter avec son sinus hyperbolique,
il dit exactement la même chose. Si je regarde la viscosité, j'ai un plateau à faible contrainte ou faible vitesse de déformation, et puis la viscosité chute pour aller vers 0 à très forte contrainte ou très forte vitesse de déformation. Bon, par contre, le modèle n'est pas parfait. Quantitativement, il n'est pas correct. Quand on voit des mesures qui ont été faites par Simons et Simons, ce qu'on voit, c'est que dans leurs résultats, ils se rendent compte que le volume, donc, que j'ai appelé alpha, qui s'appelle V0, il change avec la contrainte. Donc, le modèle ne décrit pas correctement les choses, mais montre bien qu'il n'y a aucune raison pour que la viscosité ne dépende pas de la contrainte. C'est que par approximation qu'on peut dire à faible contrainte qu'elle est constante. Pardon, j'ai perdu le contrôle, c'est bon. Donc la viscosité, c'est un processus thermiquement activé. Donc ça veut dire qu'elle dépend fortement de la température. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, la viscosité de différents verres dépend vraiment de la température de manière différente suivant la composition. Donc je vais passer là-dessus, c'est ce que Daniel Neuville va vous présenter dans la seconde partie, la relation entre la structure des verres et leur dépendance de la viscosité en température. Et je vais vous parler maintenant de viscoélasticité, donc quelque chose qui est assez intéressant à regarder autour de la transition vitreuse. Donc si on regarde un verre silico-sodo-calcique, autour de la transition vitreuse, donc sa transition vitreuse est autour de 550 degrés, donc c'est une viscosité autour de 10 puissance 12. Donc autour de la transition vitreuse, le verre a une certaine viscosité état. Maintenant, si je regarde son module d'élasticité en cisaillement, le mu qui est ici, sur le même domaine de température, donc de 430 ici à 650, ce que je peux voir, c'est qu'il a aussi un certain module d'élasticité qui n'est pas négligeable, hein, entre 25 et on va dire 28 gigapascal. Donc il a une certaine élasticité, contrairement à un liquide, par exemple. Et donc on va dire qu'il est viscoélastique. Donc la première chose, c'est que si on fait le rapport entre la viscosité qui est en pascal seconde et l'élasticité qui est en pascal, on obtient un temps en seconde. Ce temps, à quoi il correspond physiquement? Ben, c'est l'inverse de la fréquence des réarrangements atomiques dans le matériau qui contribue à la viscosité. Et donc, pour un rhéologue aussi, quand on regarde le temps de relaxation, on se dit que si le temps d'observation est beaucoup plus grand que le temps de relaxation, on peut considérer que c'est un fluide. S'il est beaucoup plus petit, on peut considérer que c'est un solide. Donc, pour un verre à vitre, si on fait ce calcul de temps de relaxation pour un verre silico-sodo-calcique, ce qu'on peut voir, c'est que pour une viscosité, on va dire de 10 puissance 17,5, on a un temps de relaxation de 1 an. 10 puissance 14, c'est 1 heure. 10 puissance 12, c'est 1 minute. Et 10 puissance 10, c'est 1 seconde. Donc, quand on regarde les verres silico-sodo-calciques à la TG 550, on est autour d'un temps de relaxation d'1 minute, 100 secondes, 60 à 100 secondes. Je dis généralement entre 100 et 1000 secondes autour de la TG. Et maintenant, quand on fait un recuit d'un verre, généralement, on le fait à 0,9 TG. Donc, c'est un peu la tradition dans les verres. Donc, 0,9 TG pendant au moins 1 heure. 0,9 TG pour un verre silico-sodo-calcique, c'est 510 à 515 degrés. Et quand on regarde 510 à 515 degrés, ben, le temps de relaxation du verre, c'est 1 heure. D'où le fait qu'on fasse un recuit pendant au moins 1 heure. Maintenant, si j'extrapole la viscosité d'un verre à vitre jusqu'à la température ambiante, que je regarde son module d'élasticité, que je calcule son temps de relaxation, là, on obtient un temps de relaxation qui fait 10 000 milliards, 2 milliards, 2 fois l'âge de l'univers, qui est de milliards d'années à peu près. Donc ça, simplement pour dire que si je regarde le temps de relaxation du verre à vitre à température ambiante face à un temps d'observation qui serait même l'âge de l'humanité, le verre à vitre à température ambiante peut être considéré comme un solide. Son temps de relaxation est monstrueusement grand par rapport à n'importe quelle donnée temporelle physiquement imaginable. Donc le verre est à la fois visqueux autour de la TG et élastique, ce qui veut dire que je peux définir par la relation de Newton sa vitesse de déformation visqueuse, mais je peux aussi lui définir une déformation élastique, qui est le rapport entre la contrainte et le module d'élasticité, ça c'est la loi de Hooke. Donc je peux lui définir une vitesse de déformation élastique de la même manière. S'il est viscoélastique, je vais simplement additionner ces deux déformations, élastique et visqueuse, et donc j'obtiens une équation sur la contrainte, une relation entre la contrainte et la vitesse de déformation. Si maintenant je considère
une déformation constante, donc j'applique une déformation constante au verre, que je résous cette équation, je trouve que la contrainte, elle va décroître en exponentielle de moins t sur taux. Et donc, le temps caractéristique, état sur mu, il apparaît ici. C'est lui qui dit à quelle vitesse la contrainte relaxe dans un matériau. Donc, ce temps caractéristique taux, ce rapport entre la viscosité et l'élasticité, c'est aussi la vitesse à laquelle la contrainte relaxe quand on applique une déformation constante. Donc, pour être un peu plus précis, donc là c'est un exemple de déformation constante, je prends une fibre optique ici, puis je la coince entre deux plateaux. On appelle ça la flexion 2 points. Et je maintiens cette déformation tout le temps. Donc la fibre subit une contrainte, mais elle subit une déformation constante. Donc elle va avoir tendance à relaxer la contrainte si la température est suffisamment élevée. Si la déformation est constante, la contrainte va relaxer. On décrit ici la fonction de relaxation et j'ai dit que ça serait en exponentielle de moins t sur taux. En fait, non. Expérimentalement, on se rend compte que ce n'est jamais ça. C'est une exponentielle, c'est une somme d'exponentielles avec différents temps de relaxation tau i et différents poids pour chacun de ces temps de relaxation rho i. Donc, ce n'est pas une simple exponentielle, c'est une somme d'exponentielles, c'est une distribution d'exponentielles. Alors, est-ce que ça, on peut s'y attendre? Oui. Un verre, c'est un matériau désordonné qui est fait de différentes unités structurales. Et chacune de ces unités structurales a sa contribution à la viscosité et au temps de relaxation. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas qu'un seul temps de relaxation et qu'il y ait une distribution de temps de relaxation. Donc, finalement, ce qu'on appelle le temps de relaxation taux, ce n'est que la moyenne pondérée de chacun des mécanismes qui contribuent à la déformation visqueuse. Et de la même manière, la viscosité, finalement, ne va être qu'une sorte de moyenne de tous les processus qui contribuent à l'écoulement visqueux. Donc, c'est un paramètre moyen de tout ce qui se passe dans le verre pour contribuer à l'écoulement visqueux. C'est ce qu'on voit quand on fait de l'analyse mécanique dynamique. Donc, analyse mécanique dynamique, c'est-à-dire qu'on va imposer une déformation dynamique avec une certaine fréquence, une certaine pulsation oméga. Quand on fait ça et qu'on regarde la contrainte, on se rend compte qu'elle n'est pas en phase avec la déformation et qu'on a un terme déphasé. Ce terme déphasé est caractérisé par un module, le E seconde qui est ici, qu'on appelle un module de perte. Et ce module de perte, on peut le caractériser par la fonction de relaxation, donc par la distribution des temps de relaxation. Donc, généralement, on ne prend pas cette somme ici avec une distribution discontinue. Ce qui est très utilisé, c'est la fonction exponentielle étendue. Donc, c'est toujours la même idée, cette fonction exponentielle étendue. Si jamais le bêta, ça ne vaut pas 1, on n'a pas qu'un seul temps de relaxation. Donc, c'est le bêta qui va me dire combien de temps de relaxation j'ai dans mon mécanisme et comment ils sont distribués. Donc là, par exemple, si je prends un verre, un silicate de sodium, ce que je peux voir, c'est quand je mesure son E seconde, en fonction de la fréquence, ce que je peux voir, c'est que les données expérimentales, donc là c'est autour de la transition vitreuse, ces données expérimentales sont interpolées par une fonction qui dit que le bêta vaut 0,53, donc qui me dit qu'il y a une distribution de temps de relaxation dans mon matériau et qu'il y a différents mécanismes qui contribuent à l'écoulement visqueux. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à contrainte constante, donc ce qu'on appelle du fluage, si j'applique une contrainte constante, on peut se dire la contrainte est constante, la viscosité c'est une constante, donc la vitesse de déformation c'est une constante. Pas tout à fait. Alors si je fais une analogie entre le verre et puis une foule désordonnée, la vitesse de la foule, ce n'est pas la vitesse moyenne des gens, c'est une sorte de moyenne pondérée. Et ensuite, la foule ne peut pas se déplacer tout de suite à une certaine vitesse. Elle va mettre du temps à trouver sa vitesse. Et une idée qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'un adulte de 100 kg qui court très vite dans la foule a beaucoup plus d'influence qu'un enfant de 15 kg. Donc, par exemple, l'analogie, c'est qu'un atome de sodium, il a beau être très mobile dans le verre, son influence sur la viscosité est largement moindre que celle d'un tétraèdre de SiO2, par exemple. Donc, la vitesse de déformation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va être une compétition entre différents mécanismes qui n'ont pas les mêmes cinétiques. Et quand on va regarder un essai de fluage, du coup, la vitesse de déformation, elle ne va pas être constante. Elle ne va pas tout de suite être constante. Parce qu'elle résulte d'une compétition. Donc, si je regarde à contrainte constante la déformation en fonction du temps, ce que j'observe, c'est la courbe rouge qui est ici. C'est-à-dire qu'initialement, j'ai une déformation élastique. Et après, ce que je vois, c'est que la vitesse de déformation, elle n'arrête pas de décroître jusqu'à atteindre effectivement un palier de vitesse où là, elle devient constante. Alors, pourquoi? J'ai effectivement une déformation élastique tout le temps, parce que la contrainte est constante. J'ai effectivement une déformation visqueuse linéaire en temps, mais j'ai une déformation supplémentaire qu'on appelle de l'élasticité différée,
qui vient s'ajouter là-dedans et qui, elle, n'est pas du tout linéaire, dont la vitesse n'arrête pas de changer, parce que c'est elle qui résulte des processus de compétition entre les différents mécanismes qui sont actifs dans l'écoulement visqueux. Alors ça, qu'est-ce que ça traduit d'un point de vue pratique? Ça traduit que si je veux faire une mesure de viscosité, il va falloir attendre que j'atteigne une vitesse constante. Donc une mesure de viscosité autour de la transition vitreuse, c'est long, ça doit être fait en isotherme. En plus, si je suis en dessous de la TG, il faut attendre que j'atteigne l'équilibre thermodynamique. Et il faut que je sois sûr d'atteindre le régime stationnaire. Donc le régime stationnaire, c'est là où la viscosité, la vitesse de déformation, pardon, est constante. Alors, il y a souvent la confusion de penser que l'élasticité différée, c'est le fait que le verre soit hors équilibre. Ça n'a aucun rapport. L'élasticité différée existe tout le temps autour de la TG et même au-dessus de la TG. Et comment on sait que ce n'est pas lié à la viscosité, ce n'est pas de la viscosité, l'élasticité différée? Si on fait ce qu'on appelle un essai de fluage-recouvrance, c'est-à-dire qu'on applique une contrainte constante et à un instant donné, on supprime la contrainte. Donc la courbe de déformation est ici. On va avoir un retour élastique quand on supprime la contrainte. Et on va se rendre compte qu'une partie de la déformation est restituée. On fait ça de la recouvrance. Et c'est l'élasticité différée qui disparaît. Donc c'est clair que ce n'est pas visqueux et qu'il faut faire attention à ne pas mesurer la vitesse de déformation n'importe comment si on veut avoir la viscosité. Donc voilà pour le petit bilan avant de laisser la parole à Daniel. La viscosité, c'est la définition, c'est que c'est l'opposition à la création d'un gradient de vitesse au sein d'un matériau. Donc c'est dû à des processus thermiquement activés que pour l'instant on ne comprend pas très bien. On pense que ces processus sont les mêmes à toute température, donc que ce soit pour le liquide surfondu ou le verre, mais ils sont très variés, ces processus. Donc la viscosité, ce n'est que le résultat de plein de processus qui opèrent ensemble à l'écoulement visqueux. Et donc la viscosité, elle dépend quand même de la contrainte. Dans les verres, on s'y attend. Et ce n'est qu'à faible contrainte, donc autour de TG en dessous de 100 mégapascales, qu'on a vraiment une viscosité, ce qu'on appelle newtonienne. Je vais laisser la parole à Daniel. Donc, merci Yann et Laurent. Merci à Yann pour cette belle introduction. Moi, je vais vous parler viscosité du liquide, des liquides silicatés. Et je vais vous montrer régulièrement ce diagramme-là où j'ai représenté la viscosité en log de pascal seconde ou en poids sur certains diagrammes. Donc ici, j'ai écrit la conversion entre les poids et les pascal secondes et l'inverse de la température. Ce que l'on voit sur ce diagramme-là, c'est la viscosité de SiO2 qui a un comportement arrénien et puis de quelques liquides industriels. Vous avez le verre E, vous avez le Pyrex. En bleu, ici, cette courbe-là, c'est un verre à vitre. Et puis ici, en orange, un borosilicate. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une grande différence de comportement entre certains types de liquides, SiO2, et puis des liquides industriels. Je suis parfois géologue, et si je regarde un petit peu des compositions plus géologiques, par exemple, celles correspondant à une rhyolite, une andésite ou une phonolite, qui correspondent à des volcans plutôt explosifs. On se retrouve avec ces viscosités ici, en rose, vert ou orange. Et ici, au contraire, cette courbe marron correspond à la viscosité du basalte de l'île de la Réunion. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une très grande diversité dans ces mesures de viscosité. Et je voudrais juste rendre hommage à un de nos grands collègues qui est décédé il y a quelques jours de ça. C'est Austin Angel qui, pour essayer d'homogénéiser un petit peu les plots de viscosité, a eu dans les années 90 l'idée de normaliser les courbes de viscosité par TG, par leur température de transition vitreuse. Et ce qu'on appelle communément le Angel plot, où en fait ici vous avez SiO2, là, que l'on retrouve. Vous aurez dans cette partie ici les silicates et puis ici des systèmes beaucoup plus fragiles tels que le miel par exemple. Donc ceci c'est une photo d'Austin et on avait eu la chance d'accueillir Austin Angel au congrès à Saint-Malo en 2018. Donc, si je repasse un petit peu sur cette partie ici à haute température, où en fait la viscosité d'un basalte ou des verres à vitre sont à peu près identiques, on se retrouve avec une viscosité qui va varier entre 0, 1, 2, 3 en unité logarithmique.
0, 1, 2, 3 en unité logarithmique, c'est amusant comme chiffre, mais ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que c'est des points intéressants pour le monde industriel, par exemple. Ça va correspondre, 1, à ce qu'on appelle le domaine de fusion, d'affinage, 3, 4, les domaines de soufflage, coulée, etc. Et puis, plus on va monter dans cette échelle, à 10 puissance 12, on va avoir le passage entre le liquide en bas et le verre en haut. Donc, on se rend compte que l'on a une grande variabilité. Mais une viscosité, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mesurer et à imaginer. Et dans le petit film que je vous montre là, c'est 3 huiles avec des viscosités différentes, 1, 10 et 100, donc 0, 1 et 2 sur l'échelle logarithmique. Et là, on voit clairement le contraste de viscosité. Contraste de viscosité, donc 1, 2, 0, 1 et 2. Et donc, on est entre ici, là et là. On est dans la partie basse. Donc, il faut imaginer que quand on fait cette courbe-là, on a des mesures qui vont être dans cet ordre-là, assez facilement faisables. Et puis ici, des mesures qui seront plus compliquées à faire. Quand on s'intéresse à la viscosité, c'est un petit peu si, pour faire une analogie avec des distances que l'on a un petit peu plus dans notre quotidien, si on comparait la distance de la hauteur d'un homme, la taille d'une salle ou d'un immeuble avec la distance entre la Terre et Proxima du Centaure. Donc, quand on reproduit une courbe de viscosité comme ça, ben, on fait en permanence ce type de mesure en termes de distance. Et également, une chose que l'on se rend compte, c'est que va avoir ici des données à haute viscosité, des données à basse viscosité. Il y a un domaine au milieu dans lequel on n'arrive pas à faire des mesures de viscosité. C'est simplement essentiellement lié à la nature propre du matériau qui va avoir dans ce domaine-là, entre 6 et 9, tendance à cristalliser. Donc, on n'aura pas un matériau stable. Et donc, on ne fait pas de mesures de viscosité. Pour faire ces mesures de viscosité, on va utiliser plusieurs dispositifs. Historiquement, il y avait toute une série de dispositifs en flexion, étirement de fibres, machines de torsion. Aujourd'hui, ces appareils sont pratiquement plus utilisés. Ce qui est généralement utilisé aujourd'hui, c'est des dispositifs en pénétration, à Rennes, à Munich, ou des dispositifs d'écrasement. Alors, j'ai mentionné ici des anciens dispositifs d'écrasement qui sont plus utilisés parce qu'en fait, les échantillons étaient en permanence sous contrainte. Et je vais mentionner un appareil que l'on a à l'IPG Paris. C'est une machine de fluage où on a la possibilité de décharger complètement l'appareil, ce qui fait qu'on peut avoir des contraintes nulles ou des contraintes très faibles puisque la contrainte est appliquée de bas vers le haut, l'échantillon reposant ici sur le piston inférieur. Et on est capable de faire des mesures de viscosité entre 10 puissance 8 et 10 puissance 16 poises. Les mesures au-delà de 10 puissance 13 prennent particulièrement du temps. Pour travailler donc là dans la zone à haute température sur les faibles viscosités, on va avoir une série de vieux dispositifs par capillarité, alors capillarité verticale, horizontale, système d'oscillation, mais ces systèmes-là sont pratiquement plus utilisés et pratiquement tout le monde utilise les viscosimètres rotatifs dont le concept initial date de Couette en 1880 et ce dispositif a été beaucoup utilisé par English en 1923 pour mesurer par exemple les viscosités du verre à vitre. Ce dispositif, on le retrouve un peu partout, aussi bien à Munich, chez Dingwell, qu'à l'IPG, et chez beaucoup d'industriels également. Mais une des personnes qui l'a vraiment utilisé et poussé aux limites de ce qu'on pouvait faire, c'est Georges Urbain, et qui avait un dispositif absolument fabuleux. Il faisait tourner son plongeur, son creuset, que vous avez ici, avec à l'intérieur des plongeurs de différentes formes, et il mesurait le couple résistif nécessaire pour empêcher le plongeur de tourner. Avec ce dispositif, on était capable de mesurer des viscosités entre 1 et 10 puissance 6, et à l'époque, Georges Urbain faisait des mesures jusqu'à plus de 2400 degrés. Mais donc, dans n'importe quel cas, quand on a ces deux dispositifs, on peut faire reproduire, calculer les courbes de viscosité. Vous avez ici en rouge la viscosité proposée par le Bureau des standards sur le verre à 710. Et puis, vous avez ici les carrés bleus correspondant à des moyennes de mesures faites à l'IPG. Alors, moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à basse température, je vais faire varier la contrainte
de contraintes très faibles jusqu'à des contraintes élevées pour chacun des points et je vais m'assurer que j'ai un comportement newtonien. Et à haute température, je vais faire varier au contraire la vitesse de rotation, toujours pour vérifier que j'ai un comportement newtonien. Parce qu'il est important d'avoir ce comportement newtonien. Cela nous garantit qu'il n'y a pas de changement d'état dans notre matériau. Changement d'état, bulle, cristallisation ou autre. D'émission, par exemple, cela pourrait entraîner des comportements non newtoniens et donc on n'aurait pas une bonne courbe et une bonne précision sur nos mesures. Donc, une fois que l'on est capable de faire ce type de mesure, on va pouvoir regarder comment cela varie avec la composition chimique, par exemple. Alors, si je reprends ici l'exemple du basalte de la Réunion, de l'île de la Réunion, on a collecté un échantillon sur le volcan, on l'a refondu à haute température et on a mesuré ici la viscosité entre 1 et 2. Et si on refroidit ça très rapidement, on est capable de fabriquer un verre et de mesurer la viscosité, donc à forte viscosité de ce verre-là. Mais on peut aussi refroidir doucement et à ce moment-là, la viscosité, notre échantillon va cristalliser, la viscosité va augmenter et on va arriver à extrapoler et retrouver la viscosité directement de l'échantillon prélevé sur le volcan. Alors, comment on fait pour passer de cette viscosité ici, du basalte, du verre de basalte, à l'échantillon naturel? On va pouvoir l'expliquer parce que dans l'échantillon naturel, on va avoir des cristaux, des bulles et puis du verre résiduel, du liquide interstitiel entre ces cristaux. En analysant ce liquide interstitiel, on retrouve une composition chimique différente de celle du basalte et on va pouvoir refabriquer ce verre-là, c'est cette viscosité-là. Donc, cette viscosité ici en orange, c'est un liquide résiduel ou interstitiel entre les grains de cristaux de notre basalte. Pour passer de la courbe bleue à cette courbe orange, on va avoir une cristallisation et un changement de la chimie de notre liquide silicaté. Ce changement va produire ce changement de viscosité. On va le détailler tout à l'heure. Et par contre, une fois que pour passer de cette courbe orange à la courbe rouge, on va avoir un effet mécanique. Cet effet mécanique va résulter de la présence des bulles, des cristaux et potentiellement de la teneur en volatile. Il y a un autre facteur qui peut jouer sur la viscosité, c'est la pression, mais cet facteur est faible et je ne vais pas en parler plus maintenant. Donc, quand on prend un magma ou un verre fondu, un slab dans un haut fourneau, que ce soit pour de l'industrie sidérurgique ou pour fabriquer des bouteilles ou de la fibre de roche, on peut imaginer, il nous faut cette viscosité-là. Cette viscosité-là, on peut l'approximer avec la viscosité du liquide, ici, plus des termes correctifs pour les bulles, les cristaux ou les teneurs en volatile. Il y a quelques années de ça, on avait pris la viscosité d'une lave du Wanatu, du Yazur. On avait mesuré ici en orange et vous avez les points de mesure faits à l'IPG. On voit que les points ici divergent des modèles couramment utilisés aujourd'hui, modèle de Giordano par exemple, mais ça, ce n'est pas la chose importante. Mais ce que l'on avait imaginé à l'époque avec mes collègues, c'était estimer les teneurs, l'effet de la réelle viscosité dans le lac de lave. Et là, on avait rajouté donc l'effet de l'eau. On avait rajouté 0,2, 0,8, 2,5% d'eau, et puis l'effet des cristaux. Et donc, au final, ici, cette courbe verte correspond potentiellement à la viscosité de la lave directement éruptée au niveau de ce volcan. Alors, je vais plus détailler l'effet de l'eau et l'effet des bulles et des cristaux. L'effet de l'eau est une paramétrisation et il y a toute une série d'articles. Donc, des travaux lointains d'Anne-Marie Lejeune, où elle avait synthétisé des verres sans bulles et puis des verres avec des bulles, et elle avait réussi à fabriquer des verres jusqu'à 47% de bulles. On voit ici des variations de bulles. Et ici, vous avez la viscosité à différentes températures qui va diminuer avec la présence de deux bulles. Ces équations-là, on peut les reproduire, les fitter facilement avec l'équation de Roscoe que vous avez ici. Et c'est ce même terme que l'on va utiliser si on a, non pas des bulles, mais si on a des cristaux. C'est le même type d'équation ici. Alors là également, Anne-Marie Lejeune et Sébastien Lévesque avaient travaillé sur des compositions sans cristaux et puis avec différentes teneurs en cristaux. Et quelle que soit
la forme des cristaux, que ce soit des sphérolytes, des plaquettes, des aiguilles ou autres, on arrive à voir, on le voit clairement ici, une augmentation de la viscosité de l'ordre d'un ordre de grandeur jusqu'à 40-45% de fraction cristalline. Et là-dedans, ce qui est important, c'est qu'il nous faut la viscosité initiale nu0 du liquide propre, plus le terme, la quantité, la fraction volumique de bulles, de cristaux, et puis connaître un petit peu leur densité. Mais quand on a ces paramètres-là, on est capable de reproduire complètement la viscosité du magma ou de notre liquide dans notre haut fourneau. Si maintenant qu'on est capable de faire des mesures de viscosité, on va regarder un petit peu quelles sont les meilleures équations et comment ça joue en termes de structure sur un liquide silicaté. J'ai représenté ici la viscosité de SiO2 et celle d'un liquide d'albite, dont la composition est Na-Al-Si3O8. Et ces deux compositions-là, on peut facilement les reproduire leur viscosité en utilisant ce qu'on appelle l'équation d'Arrhenius, qui est une équation toute simple. Par contre, si je change de composition chimique et que je remette des compositions chimiques un petit peu comme celle du verre à vitre de tout à l'heure, donc c'est-à-dire des systèmes bien courbes. Là, c'est un trisilicate de sodium. Je me rends compte que je ne vais pas pouvoir reproduire la viscosité en utilisant cette équation parce que les énergies d'activation à basse température et à haute température est différente. 2000 kJ par mol à basse température, 300 kJ par mol à haute température. Et donc, je ne peux pas utiliser cette équation. Donc, je vais utiliser une autre équation qui était proposée dans les années 20 par trois physiciens allemands, Tiemann, Vogel et Flücher, et qui nous ont proposé cette paramétrisation. Donc là, on se retrouve avec A, B et T1, qui sont des termes empiriques, sans grande signification physique, mis à part le terme B, qui peut correspondre à une certaine énergie d'activation. Maintenant que l'on a ces trois courbes de viscosité à l'écran, on va regarder un petit peu la structure de nos matériaux. Donc SiO2, c'est des tétraèdres de silice fortement connectés par que des oxygènes pontants et on a une charpente tridimensionnelle, d'où cette viscosité très élevée, ce comportement fortement arrhénien. On rajoute à l'intérieur du sodium et on va venir casser complètement notre réseau silicaté. On va créer ce qu'on appelle les oxygènes non pontants autour de ce silicium. On a cassé la connectivité dans notre réseau. La viscosité a fortement chuté. Pour avoir des idées sur la structure de notre verre, je vous renvoie sur le premier webinaire de novembre de l'an dernier. Mais donc là, on a un système cassé, dépolymérisé. Les sodiums sont des modificateurs de réseau. Et maintenant, je vais remplacer du sodium, ici, par de l'aluminium et je vais me déplacer à ce niveau-là. En faisant cela, je vais avoir des compositions intermédiaires. La viscosité va augmenter tranquillement jusqu'à la viscosité de ce verre d'albite, où là, je vais retrouver donc un système fortement connecté, où je vais avoir des aluminiums ici qui seront en tétraèdre, Al3+, mais qui vont avoir proche de eux un sodium pour assurer la compensation le manque de charge de cet aluminium 3+. Le sodium aura changé de rôle, il sera passé de modificateur de réseau à compensateur de charge, et donc la viscosité augmente, on a repolymérisé notre système. Si on continue à rajouter de l'aluminium, que se passe-t-il? On franchit cette zone-là, on se rend compte que proche de TG, à basse température, la viscosité continue d'augmenter, alors qu'à haute température, au contraire, elle va diminuer, elle sera inférieure à celle de l'albite. On a ici une chose assez amusante qui résulte de la présence d'un aluminium en coordination 5. Cet aluminium en coordination 5 que vous avez ici va à basse température augmenter la connectivité du réseau et à basse température près de TG et à haute température, au contraire, il va améliorer la connectivité, la mobilité de notre système. Alors, si on va un petit peu plus loin maintenant et qu'on regarde les équations dont je vous ai montré tout à l'heure, on peut, en utilisant TVF, parfaitement reproduire les viscosités que je vous ai montrées tout à l'heure. Maintenant, je voudrais juste faire un petit point. Si j'ai que les données à haute température ou que les données à basse température, je me rends compte que les extrapolations des équations de Tiemann, Vogel et Flücher, ici en rouge ou ici en bleu, ne marchent pas. Et donc, il me faut, pour utiliser TVF,
avoir l'ensemble des mesures de viscosité, ce qui est des fois un petit peu compliqué. Alors, il existe une autre équation qui marche très bien, c'est l'équation d'Adam et Gibbs, que je vais détailler ici. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas la détailler, je vais juste me focaliser sur la partie rouge ici. Mais cette équation permet de relier la viscosité à un terme qu'on appelle entropie de configuration. Cette entropie de configuration, euh, correspond à l'entropie résiduelle de notre verre quand on arrive à faire un cycle thermodynamique complet. Ça correspond à cette petite variation ici, proche de zéro. Ici, c'est de l'ordre de 50 joules par mol pour une composition de pyrope, mais on peut facilement le recalculer à partir de la courbe de viscosité. Et ceci, ça marche bien. On l'a montré à plusieurs reprises. Vous avez ici les entropies de configuration déterminées par la viscosité et par la calorimétrie, et on voit qu'on a une bonne corrélation. Donc maintenant, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette entropie de configuration déterminée à partir de la viscosité. Juste avant, je veux juste vous montrer d'autres types d'équations. 3 équations fortement utilisées, l'équation de volume libre proposée par Cohen et Kresch, l'équation des Varmorf-Mitchell ou plus récemment celle Miega par John Morrow. Ces 3 équations marchent bien et permettent parfaitement bien de reproduire la viscosité. Vous les avez ici, c'est la viscosité d'un tétrasilicate de sodium et toutes ces équations marchent parfaitement bien quand on a toutes les mesures. Maintenant, les mesures à très forte viscosité dans cette zone-là sont très difficiles à faire. Comme l'a mentionné Yann, pour des problèmes de viscoélasticité, il faut énormément de temps pour faire des mesures à 14, 15 en unité logarithmique. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas ces mesures-là. Donc, je les enlève de mon fit et à ce moment-là, je me rends compte que d'un seul coup, mes équations se mettent à diverger. Et donc, la seule qui va bien extrapoler les données à nouveau, c'est l'équation d'Adam et Gibbs. Si je continue à enlever des mesures, imaginons que j'ai que les mesures autour de TG et pas les mesures haute température, ben là, je me rends compte que c'est l'équation d'Adam et Gibbs à nouveau et d'Avramov-Mitchell qui marche bien. Et si je continue à ne prendre là que les données haute température, j'ai pratiquement toutes les équations qui vont diverger pour extrapoler ce qui se passe à basse température. Sauf si j'ai également les chaleurs spécifiques, auquel cas, en ayant les chaleurs spécifiques du liquide et les viscosités haute température, l'équation d'Adam et Gibbs va permettre à nouveau de bien recalculer les viscosités. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser cette équation d'Adam et Gibbs dans le cas des compositions que je vous ai montrées. Grâce à toutes ces mesures de viscosité, je peux recalculer l'entropie de configuration que vous avez ici en bleu. Et vous avez ici en rouge la température de transition vitreuse qui correspond donc à 10 puissance 12 à ce niveau-là. Ce que l'on voit au début, c'est que dans notre silicate de sodium, on rajoute de l'aluminium, l'entropie baisse un petit peu, elle augmente un tout petit peu, et puis après, elle va diminuer fortement. Elle va diminuer fortement simplement parce que, rappelez-vous la structure que je vous ai montrée tout à l'heure, on a structuré de plus en plus notre système. En le structurant de plus en plus, l'ordre s'améliore et donc l'entropie diminue. On peut, cette entropie, essayer de la corréler avec la structure. Donc, ceci, c'est des spectres Raman des produits que vous avez ici, le silicate de sodium et puis le verre d'albite. On peut prendre cette partie ici qui correspond à des vibrations d'étirement, déconvoluer ces zones-là et là également essayer de recalculer la polymérisation de notre système et essayer de la comparer avec les variations à la fois de température, transition vitreuse et d'entropie. Et là également, on se rend compte que le TG augmente en même temps que la polymérisation et donc en même temps que la chute de l'entropie de configuration. Donc, on a un lien très fort, on le voit clairement là, entre entropie de configuration obtenue par la viscosité et la structure déterminée par la spectrométrie Raman. Je vous ai montré là des résultats sur un diagramme sodique, SiO2, Na2O, L2O3, mais on peut regarder aussi un système calcique. Donc ici, j'ai pris un silicate de calcium à 50,0. Vous avez ici sa viscosité et quand je remplace du calcium par de l'aluminium, la viscosité réaugmente comme dans le cas du sodium. Et là également, je peux recalculer l'entropie de configuration, la température de transition vitreuse et la spectrométrie Raman. Et je me rends compte que j'ai parfaitement une belle corrélation. Donc, en bleu, c'est les données dans le cadre du système sodique, en rouge pour le système calcique.
Les TG en trait plein augmentent avec la substitution de l'alcalin ou de l'alcalinotéreux par l'aluminium, et la polymérisation vue par le Raman augmente de la même façon. Donc, toujours un lien très fort entre la viscosité et la structure. Essayons de continuer un petit peu. Là, on est sur des systèmes des aluminosilicates. On va regardez ce qui se passe au moment où on mélange calcium et magnésium, par exemple. Vous avez ici la viscosité de MgSiO3 et CaSiO3, et puis les viscosités intermédiaires. Alors, on va les voir un peu plus clairement sur cette figure-là, où j'ai représenté toute une série de compositions chimiques. On se rend compte qu'à haute température, les viscosités varient linéairement et qu'à basse température, on a une déviation par rapport à la linéarité que l'on aurait ici. Cette déviation, on peut l'expliquer grâce à la théorie anthropique. Donc, pour chacune de ces compositions, j'ai calculé l'entropie de configuration ici et je les ai reportées ici, c'est les points rouges, c'est cette courbe-là. Cette entropie de configuration ici, on peut l'imager, la reproduire avec cette équation-là, et notamment ce terme ici, ce terme S-conf, qui va correspondre à une entropie topologique en vert, qui correspond en gros à un mélange mécanique entre l'entropie de MgSiO3 et de CaSiO3, plus un terme chimique, ce terme chimique XI, que l'on peut approximer par XI log de XI, XI étant correspondant à un processus d'avancement chimique, le remplacement du calcium par le magnésium. Et l'on voit là que ce mélange idéal marche parfaitement bien et qu'on reproduit bien les entropies de configuration. Donc, on va bien reproduire les viscosités. Une chose importante, c'est que ce mélange de calcium et de magnésium implique que l'on a une distribution aléatoire du calcium et du magnésium dans notre système. Donc là également, nous avons une information structurale importante. Et cette information structurale, elle a été confirmée par la résonance magnétique nucléaire de l'oxygène et des travaux faits par l'équipe de Jonathan Stebbins, qui ont montré, ici, c'est des spectres RMN, qui ont montré qu'il y avait une distribution aléatoire des oxygènes autour du calcium et du magnésium. Et donc, cela confirme complètement l'information macroscopique que je viens de vous montrer. Essayons de nous rapprocher d'un système peut-être plus intéressant pour le monde des verriers. C'est le diagramme de phase CaO, Na2O, SiO2, où vous retrouvez ici majoritairement les compositions des verres à vitre. Et là également, j'ai une série de compositions où en partant du silicate de calcium, j'ai remplacé le calcium par du sodium. Et ici, vous avez toute une série de compos pour aller jusqu'au silicate de sodium. On a ici les viscosités de mélange. À haute température, cela varie toujours linéairement. Et à basse température, on a une déviation. Pour chacune de ces courbes-là, on peut s'amuser à calculer à nouveau les entropies de configuration. Et ça correspond à ces points rouges. On se rend compte que ces points rouges sont fortement différents de la courbe en cloche que je vous ai montrée tout à l'heure, qui correspondrait à cette courbe verte ici, et qui correspondrait donc à un mélange idéal, un mélange aléatoire du sodium et du calcium. Donc dans ce système-là, ce que je peux dire, c'est que le sodium et le calcium ne se mélangent pas de façon aléatoire. Et là également, c'est assez intéressant, ça a été confirmé par les travaux de l'équipe de Jonathan Stebbins, toujours en RMN de l'oxygène. Ils ont montré que l'oxygène n'était pas distribué de la même façon autour du sodium et du calcium. Donc, on a une distribution non aléatoire de ces deux éléments dans nos silicates. Si on essaie d'aller un petit peu plus loin, à partir de la structure, c'est des travaux faits par Charles Lelosc il y a quelques années, où il est parti de la spectrométrie Raman et de la spectrométrie RMN. Il a recalculé les espèces Q, avec donc les espèces Q qui correspondent à la polymérisation de notre réseau. Et à partir des espèces Q, il a pu recalculer à la fois la température de transition vitreuse, mais également les entropies et la viscosité. Sur ce diagramme-là, au milieu, j'ai représenté, vous avez les viscosités calculées et mesurées. Et vous avez ici la comparaison entre les mesures et le modèle. Et l'on se rend compte que cette paramétrisation que Charles Lelosc a proposé, propose un modèle qui permet de reproduire les viscosités aussi bien à haute température qu'à basse température, avec un coefficient de 0,2, une incertitude, ce qui est plutôt très bon pour 15 ordres de grandeur. Alors là, ce système, il marche uniquement sur SiO2, Na2O, K2O.
Mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'il vient de faire. Et là, vous avez un calcul des températures de transition vitreuse à partir en mélangeant viscosité, spectrométrie Raman. Il est capable aujourd'hui de recalculer les TG, les viscosités, les spectres Raman et d'utiliser cela pour prédire des choses importantes, prédire la topologie de la structure de notre système, de prédire l'entropie de configuration et puis d'appliquer cela. Alors, dans un système volcanique, là, par exemple, mais on est capable aujourd'hui, grâce à ces travaux, de différencier des systèmes explosifs et effusifs au niveau de volcans, par exemple. Donc, ce qui est important, et c'est ce que j'ai marqué ici en rouge en haut, c'est qu'il faut faire de très bonnes mesures de viscosité. La viscosité, c'est vraiment un paramètre fondamental qui est difficile à mesurer. Mais quand vous faites de bonnes mesures, vous pouvez obtenir les entropies de configuration, faire des modélisations efficaces et lier tout cela avec la structure. Juste pour résumer un petit peu le rôle des éléments, on a SiO2 qui est un super formateur de réseau avec une viscosité élevée, un comportement fortement arénien. Les alcalins alcalinotéreux vont casser notre système, la viscosité va diminuer, on va avoir des changements de rôle, et ces changements de rôle, ils seront amplifiés avec l'aluminium, qui est préférentiellement en coordination 4. Dans certains cas, il peut être en coordination 5. Une chose importante, on parle souvent d'effet alcalin mixte. L'effet alcalin mixte a tendance à provoquer des diminutions de la viscosité. Alors, cet effet, il existe lorsqu'on mélange des alcalins ensemble ou des alcalinotéreux ensemble. Mais lorsqu'on mélange alcalin et alcalinotéreux, ce mélange alcalin mixte ne marche pas. Dans tous les cas, il faut se dire que quand on a des mesures de viscosité, on peut utiliser l'équation de Taman-Vogel-Flusher pour reproduire, lisser, interpoler les mesures. Mais dès que l'on veut extrapoler les mesures, en fait, cette équation de TVF, elle ne marche pas. Il est préférable d'utiliser l'équation d'Anaï-Gibbs. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai été peut-être un petit peu long. Non, mais c'est très bien. Donc, Bah. merci Yann et Daniel pour avoir couvert ces grands domaines de viscosité. On a vu qu'il y avait plusieurs ordres de grandeur et puis de nombreux processus qui étaient impliqués. Alors, on a quelques questions. Vous pouvez toujours en poser sur le chat. La première, alors justement, il y a beaucoup de modèles actuellement qui se développent pour simuler les viscosités par deep learning ou intelligence artificielle. Et du coup, est-ce que ça ne remet pas un petit peu en cause le fait que les mesures sont aussi nécessaires? Est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant un petit peu s'en passer et utiliser tous les modèles qui existent? Alors, un des gros problèmes, c'est la précision des mesures. Je n'ai pas voulu faire une figure pour montrer cela, mais beaucoup de travaux anciens ont des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 0,1, 0,15 sur la précision d'une mesure. Quand on a 0,1, 0,15, à ce moment-là, on fit avec Taman, Vogel et Flusher et on essaie de paramétriser avec cela. Quand on veut faire une paramétrisation avec Adam et Gibbs et remonter à l'ensemble des propriétés que je montrais, il vaut mieux une très bonne précision. Et par exemple, nous, à l'IPG, on est à 0,02 unités logarithmiques, c'est-à-dire on est 5 fois mieux que beaucoup d'autres laboratoires. Et là, ça va jouer vraiment beaucoup en termes de précision et de ce que l'on peut faire derrière. D'accord. Alors, toujours une question pour Daniel. Donc, tu nous as présenté l'effet de la cristallisation sur la viscosité. Et donc, Franck nous demande quelles sont typiquement les valeurs de l'exposant N que tu as mis dans la viscosité. Alors, l'exposant N, il va varier entre… il peut avoir un indice négatif ou positif en fonction de la densité, si on a des bulles ou si on a des cristaux. Et il peut varier donc entre moins 3, moins 4, jusqu'à plus 3, plus 4, en gros, en général. D'accord. Est-ce qu'il y a des études de rhéologie sur des fonds silicium, sodium, aluminium, calcium à de fortes teneurs en alumine, typiquement supérieures à 40%? Il y en a. Toutes les mesures ne sont pas forcément publiées. Il y a quelques vieux travaux faits par Machin
alors Machin, c'est son nom, dans les années 1944-54. On les trouve dans les handbooks et puis on a quelques données encore non publiées. On peut en discuter, échanger par email là-dessus. OK. Alors, une petite question également sur la valeur de la transition vitreuse. Donc, elle est fixée à 10 puissance 12 pascal seconde en viscosité. Et comment ça se compare avec d'autres mesures physiques comme en calorimétrie, par exemple? Est-ce qu'on obtient les mêmes valeurs de TG? Est-ce que... Ça dépend. En fait, le problème de la viscosité, une mesure de viscosité, comme je l'ai dit, ça se fait forcément à l'équilibre. On doit attendre que le verre atteigne sa vitesse de déformation stable pour mesurer la viscosité. Donc virtuellement, c'est comme si on mesurait une TG à une vitesse de refroidissement de 0. Et donc n'importe quelle autre mesure qu'on ferait en dilatométrie ou en DSC, on la fera forcément à une certaine vitesse. Donc généralement à 10 degrés par minute, par exemple. Donc il se trouve que pour des silicatés, ça correspond assez bien. Donc 10 Kelvin par minute en DSC donne une TG qui correspond assez bien à 10 puissance 12 pascal seconde, par exemple. Si je prends un exemple extrême ailleurs, pour des calcogénieurs, ça ne marche pas du tout. On est plutôt sur 10 puissance 10 pascal seconde quand on, quand on compare la température à TG DSC 10 degrés par minute. D'accord. C'est très chimie dépendant. Sur des borosilicates, l'écart sera également important. Et entre silicate et aluminosilicates, il y a des variations aussi importantes à ce niveau-là. Et donc, à la base, Angel, dans son graphique, ce n'était pas 10 puissance 12, hein, c'était 100 secondes qu'il avait posé. Et il s'est dit, c'est trop compliqué de mesurer un temps de relaxation parce qu'il faut systématiquement le module d'élasticité. Et donc, il a retransformé ça en 10 puissance 12 pascal seconde. D'accord. Et donc, là, on a vu que la viscosité, elle était quasiment infinie pour un verre à température ambiante. Mais du coup, est-ce que la viscosité, ça peut permettre de définir ce qu'est si le verre est un liquide surfondu ou un solide, typiquement? Ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de Déborah, ce que j'ai expliqué. Déborah, c'est une prêtresse hébreu qui avait dit et les montagnes s'écoulèrent devant le Seigneur. Donc, ça a été repris par un chercheur pour expliquer le nombre de Déborah et se dire, en fait, dire que c'est solide ou liquide, pour le rhéologue, hein, après chacun sa définition, c'est est-ce que pendant que le temps que je regarde, ça a le temps de s'écouler. Et donc, si je regarde du verre à vitre à la TG, par exemple, son temps de relaxation, c'est 100 secondes, pardon. Si je le regarde pendant 1 seconde, il va me paraître comme solide. Si je le regarde pendant 1 journée, il m'apparaîtra comme fluide. Donc, c'est une question de temps d'observation. C'est ce qu'on appelle le nombre de Déborah, le ratio entre le temps d'observation et le temps de relaxation. Donc, le verre à température ambiante, si on avait pris un bout de verre au début de l'histoire de l'univers, qu'on l'avait enfermé à 20 degrés, qu'on l'avait gardé jusqu'à aujourd'hui, bah, il serait solide. Et une dernière question, donc, toujours pour Daniel, à nouveau, toujours sur la loi de viscosité avec la fraction volumique de cristaux. Est-ce que le N, il a un sens physique? Oui, en gros, on peut des petites idées que l'on peut avoir derrière ce terme N, c'est qu'il correspond au contraste de densité entre l'inclusion et le liquide. Mais il n'y a pas de vrais travaux là-dessus. On sait par exemple quand on a des cristaux, on va avoir plutôt un terme en positif. Et quand on a des bulles, le terme sera plutôt négatif. On peut l'approximer par une sorte de contraste de densité entre les particules et le liquide. D'accord, très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Donc, je remercie les deux intervenants pour leur présentation très complète. Et on se retrouve dans 15 jours pour un webinaire sur les vitrocéramiques. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.